Là, on va rentrer dans des explications un peu plus compliquées que d'habitude. C'est vrai qu'on parle beaucoup de mes vidéos sur Hunter x Hunter en me disant que je suis un GOAT et des vidéos de One Piece en me disant que je suis pas terrible dans mes analyses. Alors aujourd'hui, on va analyser le chapitre de One Piece de manière assez profonde et vous allez devoir me suivre sur certaines des références que je vais vous partager aujourd'hui. On ne va pas parler dans un premier temps de Shamrock, Fingerland. On laisse ça pour la fin de la vidéo, mon frérot. J'ai plein de choses à vous raconter à ce sujet. On va parler un petit peu du combat entre Harald et Loki qui me paraît particulièrement intéressant parce que c'est un pied de nez à ce qu'on attendait à propos d'Elbaf et notamment des géants. Moi j'attendais des géants valeureux, combattants, avec des muscles saillants et finalement on a à travers les élèves et à travers le roi Harald et bien des géants qui sont un peu plus pour la paix que ce que l'on pensait. Et cette différence sur le comportement des géants peut avoir une origine beaucoup plus profonde que tu ne le penses. Et pour t'expliquer, je vais devoir te raconter ma petite vie. J'ai commencé à lire les œuvres en tant que lecteur. Comme vous, j'ai lu, etc. Il y avait des rebondissements, j'étais hype par tout ce qui se passait. Et en grandissant, je me suis petit à petit rapproché du point de vue d'un écrivain, d'un narrateur, d'une personne qui raconte une histoire. Et ça se matérialise par mes lectures, forcément. J'ai lu Jump, l'âge d'or, qui parle beaucoup de la relation entre un auteur et son tento, son éditeur. La biographie d'Akira Toriyama que je vais développer un peu plus dans cette vidéo qui va parler un petit peu de Akira Toriyama et ses différents éditeurs. Et enfin, l'anatomie du scénario qui ça va vraiment te donner toutes les clés pour comprendre comment est-ce qu'un auteur te plonge dans un univers, comment est-ce qu'il fait pour maintenir une intrigue, etc. etc. C'est pour ça que je le dis souvent dans mes vidéos. Le Weekly Shonen Jump m'a particulièrement plu à cause de son système de vote. Toutes les séries sont soumises à des votes des lecteurs et les lecteurs vont garder un petit peu les meilleures séries. Si t'es dans les 3 derniers, t'es relégable et ton manga finalement il finit à la trappe. C'est pour cela que à la fin de chaque chapitre, t'as un cliffhanger, un élément narratif qui va te surprendre et qui va te donner envie de lire la suite. C'est pour influencer le lecteur et puis qui coche la petite case qui vote pour toi à chaque fin de semaine. Et c'est comme ça que j'essaye d'analyser les différents procédés des auteurs et notamment de One Piece. Mais ce que je veux mettre en avant dans cette vidéo, c'est pas forcément cette dynamique-là, c'est plutôt la dynamique de contradiction que tu peux avoir entre un auteur et son éditeur. Et la contradiction la plus flagrante va être celle de Dragon Ball Z que tu vas découvrir dans ce livre qui va parler de l'histoire d'Akira Toriyama, qui va nous montrer que l'histoire de Dragon Ball Z est un petit peu le combat idéologique entre deux personnes. Akira Toriyama qui a envie de dessiner une histoire d'aventure avec de la légèreté et l'éditeur du Jump, Monsieur Torishima, qui va devenir éditeur principal du Weekly Shonen Jump, qui lui va un petit peu pousser l'histoire de Dragon Ball Z sur des affrontements, sur du combat. Pour se remettre dans un contexte, on est dans les années 90, les films qui fonctionnent, c'est les films américains, Arnold Schwarzenegger, Rambo, Terminator, en France on a Jean-Claude Van Damme, c'est des films de bagarre, la virilité masculine est à son maximum, donc Torishima va demander à Toriyama de s'inspirer du manga qui s'inspire le plus un petit peu de cette tendance américaine. Je parle bien sûr de Ken le survivant, mon frérot, il n'y a pas plus badass que Ken le survivant, et c'est comme ça que petit à petit Dragon Ball, qui est une histoire de quête d'aller chercher les boules de cristal, va se transformer en manga de combat. On va le voir avec les différents Budokai Tenkaichi et le trait va être encore plus grossier à partir du combat contre Piccolo où on va commencer à voir Sangoku avec des muscles hypertrophiés. Ça va se suivre avec l'arrivée de Vegeta et Nappa sur Namek, Freezer, et ensuite on va changer d'éditeur. Mais tu vois bien qu'il y a un aspect combat qui est très développé finalement par Torishima qui est l'éditeur, et Toriyama va essayer de lui mettre des contre-pieds à chaque fois et de mettre de plus en plus d'humour parce que lui, eh bien, il n'est pas intéressé par les mangas de combat, il n'est pas intéressé par cette surenchère de puissance. Lui, ce qu'il veut, c'est faire des blagues. C'est ça, les auteurs japonais, c'est des gens qui sont des éternels enfants, qui veulent parler de la joie de vivre et pas du combat. Mais ce qui marche en termes d'édition, c'est les combats. Les jeunes, c'est ce qu'ils veulent, et c'est comme ça que tu gagnes des places directement dans le Weekly Shonen Jump, ce qui est synonyme de survie de ton manga. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce qu'on a exactement la même analyse avec l'auteur de One Piece, dans le sens où
À force de faire des surenchères de puissance, Oda a fait un pied de nez au lecteur en développant le Gear 5. Le Gear 5 qui est davantage appuyé sur des scènes comique, sur de la joie de vivre, sur du rire, que sur une surenchère de puissance et une badassitude. Oda a donc décidé de s'affranchir un petit peu des normes des éditeurs pour revenir à son centre, l'humour, le voyage, la joie de vivre. C'est un petit peu ce qu'a essayé de faire, je pense, Akira Toriyama en signant la licence Dragon Ball Daima, mais tous les fans de DBZ des années 90 sont plus fans de Torishima que de Toriyama. Ce qu'on aime, c'est les transformations, c'est les batailles épiques, c'est le sang, c'est Namek qui va détruire, qui va exploser dans 5 minutes et ça dure 30 épisodes. Et bien tout ça, c'est le génie de Torishima et pas de Toriyama. Et il y a souvent des grands conflits entre les auteurs et l'éditeur. C'est pour ça que même dans Hunter x Hunter, Yoshiro Togashi a appelé la mafia de Kaki la mafia Shueisha. C'est un petit peu un pied de nez. Les auteurs, des fois, utilisent leurs œuvres pour faire passer certains messages. Alors vous me dites, mais pourquoi tu nous dis tout ça, Henrik 21? C'est très simple. C'est parce que dans l'idée qu'on avait d'Elbaf et à l'époque où ça nous était introduit, je pense que Oda était encore très influencé par son éditeur, comme Akira Toriyama a été influencé par Torishima, et qu'il a basé l'histoire de One Piece beaucoup sur les rapports de puissance, et c'était un petit peu la genèse de cette expérience que de découvrir l'histoire d'Elbaf. Mais maintenant, Eiichiro Oda est devenu tellement puissant qu'il n'est plus dépendant directement des votes du Jump, et qu'il a beaucoup plus de liberté dans cette œuvre. Et donc, on peut dire sans se tromper qu'aujourd'hui, il revient à son essence, et qu'il contredit cette surenchère de puissance illustrée par les guerrières d'Elbaf en mettant un contre-pied à travers son roi Harald qui lui va symboliser par la destruction de ses cornes et par ses positions envers les différents pays du monde de One Piece, sa position pacifique qui est également soutenue par la nouvelle génération. Et je vous parle de tout ça parce que cette semaine, Eiichiro Oda, pour la 15e fois, a encore changé d'éditeur. L'ancien était là depuis février 2023. Il est remplacé par l'ancien éditeur de Jujutsu Kaisen. On peut donc se poser la question de la trop grande puissance d'Eiichiro Oda qui ne peut plus être challengé par son éditeur. Et je me pose également des questions sur les 3 premiers chapitres d'Elbaf qui portaient sur un monde rempli de Lego. Est-ce que c'était pas une opération commerciale puisqu'on vient d'apprendre la nouvelle que Lego va avoir une collaboration avec One Piece? Qui est à la direction vraiment de cette œuvre? Est-ce que c'est Eiichiro Oda? Est-ce que ce sont ses éditeurs? Ou est-ce que ce sont les offres commerciales qui peuvent se glisser jusque dans l'histoire? Oda se sert de son œuvre, peut-être, pour développer son propos, comme quoi aujourd'hui, pour les jeunes, c'est peut-être pas forcément une surenchère de puissance qu'il faut mettre en avant, mais plutôt des idées pacifiques. Est-ce que Oda serait lui-même conscient de l'impact qu'il a sur la nouvelle génération? Est-ce qu'il s'affranchirait de sa maison d'édition qui s'est bâtie sur les affrontements avec puissance, gros muscles, etc. pour éduquer cette nouvelle génération? Est-ce qu'on ne serait pas sur l'arc de la maturité sur Eiichiro Oda, maturité qui serait traduite non pas par des événements dramatiques, mais par un choix de personnages développés et qui incarnerait, comme le Gear 5, le rire, ou comme le roi Harald, la paix et l'ouverture vers le monde. Voilà mon introduction pour cette review du chapitre 1137 de One Piece. Bien sûr, si tu aimes ce genre d'analyse, mon frérot, n'hésite pas à t'abonner. C'est hyper important. Il y a près de 50 personnes de gens qui ne le font pas. Et c'est un apport considérable pour la chaîne. Donc, si vous avez cette humilité, avec votre pouce, de cliquer sur les petits boutons abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir à me donner votre avis en commentaire quand je pousse un petit peu plus loin l'analyse des mangas. N'hésitez pas, je vous donnerai les 3 références de ces bouquins. N'hésitez pas à me les demander en commentaire si elles vous plaisent. Et bien sûr, à partager cette vidéo si tu aimes le savoir que je diffuse à travers ces vidéos, sans vouloir bien sûr trop me mettre en avant. On va bien sûr parler de Shamrock Figureland et de tous les éléments qu'on a eu finalement dans One Piece pour un petit peu introduire ou non ce personnage. Et on va revenir sur une notion de base que beaucoup confondent aujourd'hui dans la lecture des mangas et plus principalement dans One Piece, c'est la différence entre un foreshadowing et un retcon. Et pour illustrer un petit peu cette explication que je vais vous donner, on va reprendre les échanges qu'ont eu Shanks
et Barbe Blanche sur le bateau de Barbe Blanche quand Shanks a débarqué, puisque vous allez bien sûr vous souvenir de la phrase de Barbe Blanche qui dit que en voyant ton visage, eh bien finalement les cicatrices que cet empafré m'a fait me réveillent, me résonnent, me donnent des souvenirs, un petit peu c'est ce qu'il a dit. On a eu 3 interprétations possibles sur un petit peu ce trou, qui pourrait être pris comme un foreshadowing, mais qui est finalement un retcon. Pourquoi un retcon? Parce que cette phrase est une porte ouverte d'Oda à un moment du récit, le tome 25, et dans le futur, là où nous sommes dans les tomes 105, 106, 107, il offre plusieurs possibilités de réponses qui vont toutes être logiques à cette ouverture qu'il a créée près de 20 ans plus tôt. C'est-à-dire que quand on a imaginé que cette personne dont parlait Barbe Blanche était Goldie Roger, eh bien c'était logique. Plus tard, on a eu le flashback sur God Valley en apprenant que sur place il y avait Garling Fingerland, qui ressemble très pour très à Shanks. Donc on s'est dit, tiens, peut-être que Barbe Blanche parlait de Garling Fingerland, et c'est aussi possible. Mais dans ce chapitre, on découvre qu'il y a un certain Shamrock Fingerland, et encore une fois, le retcon fonctionne, puisque ça se trouve, Barbe Blanche parle de Shamrock Fingerland. Le retcon, à l'inverse d'un foreshadowing, est une ouverture qui va permettre pas mal de possibilités. Aujourd'hui, on peut voir par exemple Gold Roger, Garling, ou directement Shamrock Fingerland. À l'inverse, un foreshadowing est tellement précis que ce n'est pas une ouverture à plusieurs propositions, c'est un indice clair, net et précis, dissimulé par l'auteur, qui va nous donner des indications dans son futur. Les 2 foreshadowing les plus connus, ce sont Ace. Effectivement, dans une color spread, on voit Luffy avec la carte, un As, ça représente Ace, il n'y a pas de doute possible, ça peut pas être Ace Fingerland ou Ace Rock Fingerland ou Gold Roger. Et sur l'autre, il y a une carte de la mort, eh bien, Ace va mourir. Il n'y a pas 1000 interprétations. C'est pas non, mais il va mourir, mais en fait, c'est parce que dans son lit, il va dormir et c'est interprété comme la mort. Non, le foreshadowing est clair, net, précis. Ou alors le foreshadowing de Sanji, on voit que Sanji est un prince, c'est Mr. Prince, et des années plus tard, des dizaines d'années plus tard, on découvre que c'est finalement un prince, il n'y a pas de doute, c'est bien un foreshadowing, on parle d'un personnage Sanji et d'une fonction, c'est un prince, il n'y a pas de doute possible. Il faut donc faire la différence dans les œuvres entre les foreshadowing et les retcons, parce que les retcons, ce sont des ouvertures qui vont permettre plusieurs interprétations, il y a même plusieurs ouvertures qui n'ont jamais été refermées par Eiichiro Oda. Je les ai pas sous les yeux, donc je vais pas m'aventurer à les décrire, mais il y a plusieurs choses que je vais faire. Donc, est-ce que Barbe Blanche parlait de Shamrock? Est-ce que cette idée avait déjà été conceptualisée dans la tête d'Eiichiro Oda? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire pour me dire si, à votre avis, Barbe Blanche parlait de Gold Roger, de Garling, ou alors encore de ce cher Shamrock. On a un deuxième point qui commence à avoir différentes interprétations, et je suis complètement OK avec ça. À la base, il y a 2 ans, quand je vous ai expliqué que Shanks avait très certainement un frère, à cause de cette case de la rencontre de Shanks avec le Gorosei, où on n'avait ni son nom, ni sa cicatrice, ni sa fonction, etc. Je me suis dit que c'était voie interprétation, il a très certainement un frère. Mais là aussi, on peut dire que c'est un retcon, dans le sens où cette scène est encore vouée à interprétation, parce que bien qu'on ait la révélation comme quoi il y a bien un frère à Shanks Fingerland, Shamrock Fingerland, on n'est pas sûr que la personne qui ait rencontré le Gorosei soit forcément ce cher Shamrock. C'est une porte ouverte qui n'a pas encore été résolue, et Oda, à son choix, peut nous dire que c'était finalement Shanks, et dans ce cas-là, il va conserver un certain esprit non manichéen et gris. Je vous l'ai dit que la plus grande problématique à développer de personnages, elle est simple, c'est que pour pouvoir les différencier, tu peux malheureusement être tenté par faire des personnages un petit peu manichéens, ce qui serait extrêmement dommage pour le personnage de Shanks, puisque toute l'intrigue autour de ce personnage était de savoir est-ce que Shanks était finalement un mentor bienveillant, sympa, un petit peu violent. Des fois, il tire une balle dans la tête et il explose une personne qui aurait brûlé son drapeau. Mais comme dans le film One Piece Red, où on le présenterait comme un personnage un peu plus badass, capable de détruire une île, finalement, on apprend que Shanks ne serait jamais capable de faire de tels événements. Mais on avait quand même un doute parce qu'il avait vu le Gorosei. Et d'un côté, on a un Shamrock qui nous est présenté là, et qui semble être un véritable stratège.
On nous montre qu'il un petit peu tire les ficelles dans l'ombre et que son objectif est finalement la soumission d'Elbaf. Le gouvernement aurait besoin de la force de ces géants pour la bataille qui se prépare. On sait tous qu'il y a une grosse bataille qui se prépare et que le gouvernement aimerait avoir de nouvelles armes dans ses pattes, surtout depuis la défaite des amiraux. On va juste dire ça, petite balle pour les pro-amiraux, vite fait, bien fait, mon ref. Mais s'il conserve ce rôle de stratège, ça pourrait correspondre avec le fait qu'il ait dit à l'époque au Gorosei, il faut que je vous parle d'un certain pirate, du style, sous-entendu, dans ma mission qui est de soumettre un petit peu l'île d'Elbaf, j'ai pensé à un certain pirate, notamment à Loki, pour pouvoir un petit peu mettre la main mise sur Elbaf. Est-ce que, et ça c'est une très bonne question, c'est le personnage de Shamrock qui a travaillé, qui a fomenté cette dispute, cette bataille et cette tuerie entre Harald et Loki, parce que si jamais tu veux que le guerrier d'Elbaf soit des soldats du gouvernement, il faut absolument pas qu'ils deviennent pacifiques, il faut absolument pas qu'ils pètent leurs cornes. Il faut que ça reste des guerriers puissants et qui fassent ce qu'on leur dit. Est-ce que finalement le gouvernement mondial ne serait pas la Shueisha et Garling Fingerland, un éditeur qui forcerait les géants à être des combattants? La question se pose. Vous voulez de l'analyse? En voilà, les amis. Mais si Garling est un mastermind à sa manière, puisqu'en tout cas il tire les ficelles pour le gouvernement mondial, ça enlève de fortes chances que Shanks le soit aussi de son côté. Dans ce cas-là, ça reste un personnage qui est profondément bon. Et si ça reste un personnage profondément bon, est-ce qu'il ne sera pas forcément, et comme je dis souvent, qu'un marchepied pour Luffy, El Señor des pirates? Beaucoup disaient avant que j'arrive dans ce putain de jeu, dans ce putain de game, oui, Shanks, il va mourir contre Barbe Noire et il va donner son chapeau. Ou alors Shanks, ça fait 20 ans qu'il attend l'élu de Gold Roger. Les mêmes qui te font une crise aujourd'hui et qui te disent non mais faut pas qu'il y ait de Shanks, nous on veut un Shanks qui soit pas manichéen, etc. C'est eux-mêmes qui pendant des années t'ont dit que le rôle de Shanks c'était d'attendre Luffy pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il y a des dizaines de vidéos théories, tous youtubeurs confondus, je tire sur tout le monde. Oui, Shanks, il attend pendant 20 ans que l'élu de Roger revienne pour lui redonner son chapeau parce que c'est la prophétie. C'est ça, c'est un gardien de parking, Shanks. Non, moi j'ai toujours dit je ne voulais pas de cette histoire. Depuis très longtemps, dès que je suis arrivé dans ce game, j'ai allumé ma caméra, j'ai dit je ne veux pas de cette histoire. Vos trucs de Shanks attend. Moi je suis là pour Shanks. Texto, je suis là pour Shanks. Moi, j'en ai air à foutre de ce que c'est que le One Piece. D'ailleurs, je vous l'ai dit, le One Piece, pour moi, c'est le plus grand retcon de l'histoire. Oda ne sait toujours pas ce que c'est. Là, il te glisse un petit peu que ça va être une arme. Zarma, celui qui met la main dessus, il y a 3 armes antiques, il va gouverner le monde. Ça va être ça, le One Piece. Alors qu'à la base, moi, je pensais que c'était quand même plus lié à un trésor. Il y a 25 ans, à mon avis, c'était ça l'idée. Mais après, c'est vos interprétations. Voilà, j'ai pas envie de trop vous choquer. On va pas trop rentrer dans l'analyse. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce magnifique chapitre. Je vous conseille bien sûr Jump, l'âge d'or du manga, pour essayer de se mettre un petit peu à la place d'un auteur et de toutes les contraintes qu'il va devoir subir pour amener une création à son terme et avoir du succès dans le Shonen Jump. Akira Toriyama, pour comprendre pourquoi vous aimez pas Dragon Ball Z Daima et l'esprit un petit peu très enfantin des auteurs encapsulé dans des éditeurs qui vont pousser à la surenchère de puissance. Et enfin, l'anatomie du scénario que je suis en train de lire qui va te montrer un petit peu tous les paradoxes qu'un auteur va utiliser. Des très simples, par exemple, Luffy est un pirate, il mange un fruit du démon qui l'interdit de nager, un pirate qui peut pas nager, paradoxe, histoire intéressante. Ça te montre comment créer des paradoxes partout en fait. L'île d'Elbaf, des géants, t'imagines des géants, badass, combattants, non finalement c'est des pacifistes. Scénario, il y a des techniques pour ça en fait. Tu prends un paradoxe, tu prends un personnage énorme, ah bah lui il est énorme, il doit aimer bouffer, bah non il fait un régime depuis 3 ans, tu vois dans ta tête ça fait un blablabla, et c'est ça qui crée des histoires qui sont magnifiques les amis. Si vous avez aimé toutes ces palabres, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, c'est hyper important, je ne ferai jamais trop d'efforts à vous le répéter.
les amis, à donner votre avis en commentaire sur toutes les explications que je vous ai données, mais vous pouvez me traiter de con, ça me dérange absolument pas, je ne veux pas mettre en avant les différentes lectures que j'ai mis pour vous prouver que je suis passablement plus intelligent que tout ce game et ces vidéos qui vous sont proposées sur internet, et bien sûr, à mettre un petit like parce que c'est important, je vous embrasse les amis, à la semaine prochaine, je suis très content, mais aussi envie de me fatiguer, donc j'attends aussi avec impatience la pause, allez, à bisous, ciao, bye bye